Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir encore donc pour cette troisième séance de la 15e saison de l'Agora des Savoirs organisée par la ville de Montpellier. Deux petites annonces d'abord. D'abord, vous inviter à veiller à bien mettre vos téléphones sur mode vibreur, silencieux, tout ce que vous voulez pour que ça ne sonne pas pendant la conférence. Et puis par ailleurs, vous signalez que exceptionnellement la prochaine Agora des Savoirs aura lieu la semaine prochaine et non pas dans 15 jours. Hein. Noël arrivant à grands pas, on a décidé d'avancer la séance avec Jocelyne Darlia, qui est historienne franco-tunisienne, spécialiste de la question du genre et de la condition féminine au Maghreb, en particulier au Maroc, entre le XVIIe et le XXe siècle, et qui viendra présenter son ouvrage « Le harem et le sultan » paru chez Anacarsis. Un mot également pour remercier Corinne Auger de sa confiance, d'avoir accepté l'invitation de l'Agora des Savoirs et dire qu'elle est professeure de génétique moléculaire et de biotechnologie à l'université de Tours, qu'elle effectue ses recherches au sein d'un laboratoire INSERM sur les tumeurs du cerveau. Et elle est là ce soir, et je vais d'ailleurs lui céder la parole dans quelques secondes pour nous donner une conférence à l'occasion de la publication chez Humaine Science d'un essai, l'épigénétique et le coût de la girafe, un essai extrêmement clair, intéressant, brillant. Alors moi qui ne connaissais absolument rien à ces questions, je me suis senti moins bête en refermant ce livre. Donc je vous remercie encore très chaleureusement et je vous cède tout de suite la parole. Et ensuite, il y aura une petite discussion avec le public, avec des micros. Donc vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Passez une très bonne soirée. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux, comme cela a déjà été dit, ça fait vraiment plaisir de voir une salle pleine. Merci aux organisateurs de me donner l'opportunité et l'occasion de vous parler d'épigénétique, cette nouvelle science qui fait beaucoup couler d'encre. Pour démarrer, on va faire un petit test et je vais vous poser une question très simple à laquelle vous allez répondre par oui ou par non. Et cette question, c'est « Est-ce que vous allez bien ?» C'est pas très convaincant. Alors c'est parfait. Si vous allez bien, ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de faire un stage de bien-être épigénétique. Vous n'aurez pas non plus besoin d'un épinutritionniste pour améliorer votre alimentation et soigner votre génome. Et vous aurez encore moins besoin d'un sérum épigénétique pour votre visage. Si, tous ces slogans qui utilisent le terme épigénétique existent. Et je ne suis pas en train de dire que bien manger n'est pas nécessaire pour être en bonne santé ou que un stage de bien-être n'est pas quelque chose d'agréable, ni que le sérum ne sera pas efficace pour vos rides, bien que vous n'en ayez pas besoin, mais simplement de vous dire que l'épigénétique n'a absolument rien à voir avec tout ça. Vous dire aussi que, par ailleurs, le CNRS vient de décerner sa médaille d'or à Edith Hurt pour ses travaux spectaculaires et fabuleux sur l'épigénétique et qu'également, on commence à envisager de soigner le cancer avec des épimédicaments. Alors l'épigénétique, charlatanisme ou science prometteuse et pleine d'espoir, eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir. Et pour commencer, nous allons définir ce qu'est l'épigénétique. Alors, pour en donner une définition assez courte, on peut définir l'épigénétique comme la science qui étudie ce qui fait varier l'activité des gènes sans changer la séquence de l'ADN. Alors, c'est une définition technique, la définition que nous, les scientifiques, nous aimons bien donner, mais elle nécessite de préciser un petit peu le sens de certains mots. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais vous expliquer ce qu'est un gène et je vais vous expliquer ce qu'est l'ADN, même si je pense que pour l'ADN, vous êtes assez nombreux maintenant à savoir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gène ? On peut imaginer qu'un gène, c'est un livre de recettes dans lequel est inscrit donc une recette qui permet la fabrication d'une protéine.
Une protéine, c'est quoi? Les protéines, c'est les ouvrières qui nous font vivre. Elles font vivre nos cellules, elles font vivre nos organes, elles nous font vivre. Donc, une protéine a sa recette inscrite dans un gène. Et donc, globalement, on peut simplifier en disant un gène égale une protéine. Dans l'espèce humaine, nous avons 20 à 25 000 gènes. Et la totalité de ces gènes constitue ce que l'on appelle notre génome. Donc, on a cette définition du gène. C'est une collection de recettes pour fabriquer des protéines. Et maintenant, on va regarder ce que c'est que l'ADN. Vous êtes peut-être un peu plus familier avec la notion d'ADN. L'ADN, c'est une molécule. Donc, c'est quelque chose de physique. C'est un matériau. Et en fait, c'est le matériau sur lequel les recettes pour fabriquer les protéines, donc sur lequel les gènes sont inscrits. C'est le matériau dans lequel les gènes sont inscrits. Et ce matériau-là, c'est aussi le matériau qui constitue nos chromosomes. Donc, ADN, chromosome, et c'est le support des gènes. Les recettes dans notre ADN, elles sont inscrites à l'aide d'un alphabet de 4 lettres, A, T, C, G. Et cet ADN, c'est notre fameuse double hélice. La structure de l'ADN, c'est cette fameuse double hélice que vous avez sans doute déjà vue. Donc, tout ce dont je vous parle là, l'ADN, les chromosomes, dans notre corps, ça se cache à l'intérieur des cellules et ça se cache dans une structure particulière de la cellule qu'on appelle le noyau. Une cellule, c'est quoi? Une cellule, c'est une espèce de gros sac dans lequel il y a plein de choses et en particulier un sac plus petit, donc qu'on appelle le noyau. Les cellules, ce sont les briques élémentaires qui constituent nos organes. Nos organes sont constitués d'amas de cellules collées les unes aux autres. Et sur la diapositive, vous pouvez voir, j'ai entouré en pointillé cette fameuse structure qu'on appelle le noyau et vous pouvez voir à l'intérieur des espèces de petites pelotes. Donc ce sont les chromosomes qui sont là bien rangés dans le noyau. Donc si on va un petit peu plus loin, si on zoome sur le noyau, on peut voir ici représenter 7 chromosomes dans 7 couleurs différentes. Dans l'espèce humaine, nous avons 46 chromosomes. Et donc, ces 46 chromosomes contiennent la totalité de nos 20 à 25 000 gènes. Et si on zoome ici sur le chromosome bleu, on va aller voir plus précisément ce qu'il y a à l'intérieur de ce chromosome. On retrouve notre fameux filament d'ADN, donc notre fameuse double hélice. La totalité de notre ADN, la totalité de nos chromosomes, donc qui contient la totalité de nos gènes, on a dit tout à l'heure, ça constituait notre génome. Et en fait, ce génome, il est rigoureusement le même dans toutes les cellules de votre organisme. Que ce soit votre cerveau, votre foie ou votre cœur, vos cellules contiennent toutes un génome identique avec ses 20 à 25 000 recettes. Et pourtant, nos cellules, elles sont très différentes les unes des autres. Quand on regarde un neurone, donc les cellules qui constituent le cerveau, ou quand on regarde une cellule musculaire ou une cellule sanguine, elles ont des formes, elles ont des fonctions, elles ont des activités qui sont radicalement différentes. Donc c'est intriguant comment des cellules qui ont toutes le même patrimoine génétique, toutes le même génome, peuvent-elles être aussi différentes les unes des autres? Eh bien, c'est parce que chaque cellule n'utilise qu'un nombre restreint de gènes. Chaque cellule n'a besoin que d'un nombre restreint de recettes. En d'autres termes, les cellules ne fabriquent pas toutes les protéines qui sont inscrites dans nos chromosomes. Les recettes qu'elles utilisent, les gènes qu'elles utilisent, on va les qualifier de gènes actifs. Ça veut dire que c'est un gène qui fonctionne et dont la cellule va pouvoir se servir pour fabriquer la protéine correspondante. Et vous voyez sur le schéma que le gène actif que j'ai figuré ici, donc qui est représenté en vert, il est dans une région de l'ADN qui est ouverte, qui est disponible pour la cellule. Alors que les gènes inactifs, ceux dont la cellule ne se sert pas, ceux dont elle n'a pas besoin, ils vont être localisés dans des régions de l'ADN qui sont très compactées. Un petit peu comme si l'ADN était enroulé comme une grosse pelote de fil et qu'à l'intérieur de la pelote, il y ait des gènes dont la cellule ne peut pas se servir. Juste pour vous donner une image, si on met bout à bout les 46 bouts d'ADN qui constituent nos chromosomes et qu'on les déroule,
on va obtenir un fil très fin qui fait 2 mètres. Et ce fil très fin, il faut qu'il tienne dans une structure qui est minuscule. L'équivalent, c'est faire tenir un fil de 8 km dans une balle de ping-pong. Donc on comprend bien qu'il faut que l'ADN soit parfaitement bien rangé dans le noyau, de manière à ce que la cellule puisse y retrouver ses petits, et rangé de telle façon que la cellule ait accès au gène actif et n'ait pas accès au gène inactif. Donc juste pour vous illustrer, c'est quoi un gène actif, c'est quoi un gène inactif? Si on parle du gène qui permet de fabriquer l'albumine, l'albumine c'est une grosse protéine qui est fabriquée par le foie. Ce gène-là, dans les cellules du foie, il est dans une région ouverte de l'ADN, il est accessible, on dit qu'il est sur ON. Ce même gène, dans les neurones, le cerveau ne fabrique pas du tout d'albumine, donc dans les neurones, ce gène-là, il est dans une région très compactée de l'ADN et il est donc sur OFF. Quel rapport avec l'épigénétique? Eh bien, l'épigénétique, on l'a dit tout à l'heure, c'est la science qui cherche à étudier ce qui fait varier l'activité des gènes sans changer la séquence de l'ADN. Et vous venez de le comprendre, ce qui fait varier l'activité des gènes, c'est la topologie de l'ADN. Donc c'est la façon dont l'ADN est organisé à l'endroit de chaque gène, le niveau de compaction de l'ADN à l'endroit de chaque gène. Donc les gènes inactifs, je me répète, mais pour être sûr qu'on est tous rendus au même niveau d'information, les gènes inactifs étant dans des pelotes très compactes et les gènes actifs dans des structures ouvertes. Alors, comment la cellule peut-elle faire ça? Comment est-ce qu'elle fait pour avoir des régions d'ADN très compactes et des régions d'ADN plus ouvertes? En fait, il existe un système de signalisation, et ce système de signalisation, on l'appelle l'ensemble des marques épigénétiques qu'il y a dans le noyau d'une cellule. Ce système de signalisation, donc ces marques épigénétiques, elles sont constituées de petits groupements, elles sont constituées par des petits groupements chimiques qui vont être déposés sur les chromosomes, et en fonction du type de groupement chimique, l'endroit où il y a certains groupements va être compact et l'endroit où il y a d'autres types de groupements va être plus ouvert. J'illustre ça tout de suite. Donc un système de signalisation pour mettre des gènes sur OFF et des gènes sur ON. Par exemple, pour mettre des gènes sur OFF, on va aller déposer des petits groupements chimiques qu'on appelle des méthyles, qui sont représentés ici par les cercles rouges dans lesquels sont notés CH3. Ça, ce sont des marques épigénétiques répressives. Si dans un endroit du chromosome, il y a plein de petits groupements méthyles comme ça, eh bien, le chromosome va s'enrouler très fortement sur lui-même. Ça va compacter l'ADN et les gènes qui sont présents là sont inactifs. Donc la méthylation de l'ADN, c'est une marque épigénétique qui est étudiée depuis très longtemps, qui est connue depuis très longtemps, et c'est en particulier sur ces marques-là que travaille Edith Hurt, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis à côté de ça, on a bien évidemment des marques épigénétiques permissives qui, lorsqu'elles sont déposées sur les chromosomes, permettent d'ouvrir le chromosome, d'ouvrir l'ADN. Et je vous ai mis ici un exemple qui est un groupement qu'on appelle acétyl. Quand les chromosomes sont acétylés, à cet endroit-là, du coup, la structure de l'ADN est ouverte. Donc un système de marque épigénétique, un système de signalisation qui met les gènes soit sur ON, soit sur OFF. Donc vous l'avez compris, les régions très compactes sont riches en marques épigénétiques répressives. Les régions ouvertes sont riches en marques épigénétiques permissives. Et l'ensemble constitue ce que l'on appelle l'épigénome d'une cellule. Donc l'épigénome, c'est l'ensemble des marques épigénétiques d'une cellule, et chaque cellule a un épigénome qui lui est propre. Donc autant vous avez le même génome dans toutes vos cellules, autant les 100 000 milliards de cellules qui constituent un individu adulte ont chacune leur propre épigénome. Et c'est sur cet épigénome qu'on va aller jouer, qu'on va aller étudier, nous, au laboratoire, pour regarder qu'est-ce qui, au cœur d'une cellule, fait fonctionner ou inactive un gène. Alors, à quoi ça sert d'activer des gènes ou de réprimer des gènes?
Ça sert à dans deux grands systèmes biologiques. Le premier système biologique, et pour moi c'est le plus important en réalité, c'est de déterminer les identités cellulaires. C'est quoi une identité cellulaire? Eh bien, c'est le fait qu'une cellule soit un neurone, une cellule de muscle ou une cellule de foie. C'est des cellules, on l'a dit tout à l'heure, qui sont toutes différentes les unes des autres. Elles ont donc une identité qui leur est propre, une identité différente en fonction de l'organe dans lequel on est. Et puis le deuxième grand système biologique dans lequel l'épigénétique joue un rôle important, c'est pour établir des interactions entre l'environnement et le génome, pour établir un dialogue entre l'environnement et le génome et faire en sorte que vos cellules puissent s'adapter à des variations de l'environnement. Alors on va regarder un peu plus dans le détail comment est-ce qu'on détermine une identité cellulaire et comment se font les relations entre l'environnement et le génome. En fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'établir une identité cellulaire? Vous ne vous êtes jamais demandé comment, à partir de la fécondation d'un ovocyte par un spermatozoïde, donc à partir d'une cellule unique, on va obtenir un embryon, puis un fœtus avec des bras, des jambes, un cerveau, des organes, donc un individu composé dans toute sa diversité cellulaire. Comment est-ce que c'est possible à partir d'une cellule unique de fabriquer tous ces types cellulaires différents? Je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer les images de Lennart Nilsson qui a fait pour la première fois des photos in utero d'embryons et de fœtus vivants. Et nous avons aujourd'hui ces merveilleuses photos qui sont venues jusqu'à nous. Mais revenons à l'identité cellulaire. En réalité, au tout début du développement embryonnaire, donc juste après la fécondation, on se trouve avec une cellule unique et cette cellule, elle se met à proliférer. Et donc, elle va donner un amas de cellules qui sont toutes les mêmes et qu'on appelle des cellules souches. Ces cellules souches, elles vont devoir se transformer pour devenir des neurones, des cellules de foie ou des cellules cardiaques. Et pour réaliser cette transformation, elles empruntent différentes vallées dans la métaphore qu'a décrit Waddington en 1957 dans son fameux paysage. Et donc, en fonction de la vallée qu'elle emprunte, en fonction du chemin qu'elle emprunte, elle va devenir une cellule de foie ou un neurone. Et au cours de ce processus, qu'on appelle la différenciation cellulaire ou la spécialisation cellulaire, qui est un processus qui permet donc à chaque cellule d'acquérir une identité, de devenir une cellule spécialisée, eh bien, de la cellule souche, dans la cellule souche, va être apposée petit à petit au cours du temps des marques épigénétiques activatrices, répressives. Et si on est dans une cellule de foie, eh bien, on va apposer des marques épigénétiques qui vont permettre la fabrication de l'albumine, mais pas la fabrication des protéines nécessaires au cerveau. Et donc, chaque cellule acquiert ainsi son identité par la position progressive de marques épigénétiques au cours du développement embryonnaire jusqu'à donner un individu complètement constitué. Et donc ça vous permet de comprendre à quel point le développement embryonnaire est une période critique pour la constitution d'un individu et c'est en particulier vrai pour la formation de son cerveau. Donc c'est une période critique et si on perturbe la position correcte des marques épigénétiques, on va perturber le développement embryonnaire. Et comment est-ce qu'on perturbe la position correcte des marques épigénétiques? Eh bien, c'est l'environnement auquel est soumis la maman qui va directement impacter le développement de son embryon. Si une maman consomme de l'alcool, si elle prend certains médicaments, si elle est soumise à des stress intenses, quand on parle de stress intense, c'est un deuil chez un proche ou un état de guerre ou un attentat, ou si elle consomme des drogues, eh bien tous ces comportements-là que des fois elle subit, que des fois elle provoque elle-même et que des fois elle subit, des fois elle n'y est pour rien, risquent d'altérer l'épigénome en construction de son bébé à naître et donc risque de provoquer des dégâts chez son bébé à naître. Mais il n'y a pas que chez l'homme que le développement embryonnaire est critique pour le correct, pour le devenir de l'individu. Et il y a deux exemples qui, moi, je trouve très parlants, qui est l'exemple des abeilles et l'exemple des tortues.
Donc dans tout le monde animal et végétal, ce développement embryonnaire est critique. Et chez les abeilles, selon qu'une larve va être nourrie avec de la gelée royale pendant tout son développement embryonnaire, ou alors qu'elle va être nourrie avec de la gelée royale pendant 3 jours et après avec une alimentation moins riche, dans le premier cas, elle va devenir une reine et dans le second cas, elle va devenir une ouvrière. En réalité, les 2 larves au départ ont le même génome. C'est quasiment des sœurs jumelles dans la ruche, les abeilles. Elles ont très très peu de diversité génétique. Elles ont un génome qui est quasiment identique. Et c'est l'alimentation et ce qui est contenu dans la gelée royale qui va permettre à la reine d'activer les gènes qui lui permettent de se reproduire et d'inhiber les gènes qui dirigent le comportement social. Une reine, elle ne fait que pondre des œufs. Et donc, elle n'a besoin que de pondre des œufs et son programme épigénétique établi au cours de son développement embryonnaire la contraint à ne faire que ça, pondre des œufs. Et pour les ouvrières, c'est le contraire. L'alimentation des ouvrières va inhiber le système reproducteur par la position de marques épigénétiques répressives sur les gènes de la reproduction et la position de marques épigénétiques permissives sur les gènes des comportements sociaux, ce qui fait qu'une ouvrière sera soit une nourrice, soit une guerrière, soit une butineuse, et puis quelquefois tour à tour ces 3 rôles-là au cours de sa vie, mais c'est simplement les marques épigénétiques qui ont été apposées au cours de son développement embryonnaire qui sont pas les mêmes que celles de la reine. Donc ça, c'est chez les abeilles. Et chez les tortues, c'est pas l'alimentation, c'est la température. Selon que les œufs sont incubés à une température supérieure à 28-30 degrés ou une température inférieure à 28-30 degrés, dans le premier cas, on aura des femelles et dans le deuxième cas, on aura des mâles. Si la température est autour de 26, 30, 32 degrés, on aura un mélange de mâles et de femelles. Et comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, au départ, tous les œufs tortues sont programmés, entre guillemets, pour être des mâles, puisqu'il y a beaucoup de testostérone présente à l'intérieur de ces œufs. Si la température s'élève, les marques épigénétiques vont se modifier et les œufs de tortue vont se mettre à fabriquer une enzyme. Donc une enzyme, c'est une protéine, donc une recette inscrite dans un gène qui va être activée, qui va convertir la testostérone en oestrogène. Donc quand on passe la barre des 28-30 degrés, la testostérone est convertie en oestrogène et on n'a plus des mâles, mais on a des femelles. Donc, à nouveau, un mécanisme épigénétique qui, au cours du développement embryonnaire, détermine le devenir de l'individu. Donc ça, c'était pour la première partie, pour la détermination de l'identité cellulaire. Et vous voyez à quel point, j'insiste, parce que pour moi, c'est vraiment le côté magique de l'épigénétique. Ça peut fabriquer des individus différents, ça peut fabriquer des cellules différentes, mais au cours du développement embryonnaire, c'est vraiment la fenêtre de temps qui est la plus importante pour cette utilisation des marques épigénétiques. Mais bien évidemment, c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, l'épigénome sert à faire que le génome dialogue avec son environnement et puisse s'adapter à son environnement. Et ça, c'est possible parce que les marques épigénétiques qui vont être apposées au cours du développement embryonnaire, elles sont en partie réversibles. On peut en effacer certaines et on peut en ajouter d'autres. Et ces marques qui sont effacées ou ajoutées, elles le sont sous l'effet de l'environnement après la naissance, une fois qu'on est adulte. Donc on lit et on entend beaucoup de choses à propos de l'impact du milieu et de l'épigénétique qui pourrait jouer tout un tas de rôles dans tout un tas de domaines. On entend en vrac les lieux de vie, les modes de vie, le stress, le niveau d'études, l'activité physique, les activités cognitives, l'âge, l'état de santé, donc les maladies, la prise de médicaments, les habitudes alimentaires, l'usage de drogue, la consommation d'alcool. Donc on entend parler de tout ça. Scientifiquement, on a des preuves que c'est vrai et qu'il y a un effet de l'environnement sur l'épigénome dans certaines circonstances. Par exemple, on sait que c'est vrai pour le stress, on sait que c'est vrai pour les activités cognitives, on sait que c'est vrai pour la prise d'alcool ou de tabac. Et puis, il y a d'autres domaines dans lesquels on n'a aucune preuve scientifique que le fait de manger du chou modifie votre épigénome. Tout ce qui concerne l'alimentation,
on n'a aucune preuve chez l'homme qu'un aliment donné va modifier votre épigénome. Et tout ce qu'on peut lire à ce sujet-là, c'est souvent une surinterprétation des expériences qui sont réalisées et qui, en fait, chez l'homme, ne permettent pas de conclure. Donc, on va illustrer quand même en quoi le milieu peut réellement modifier l'épigénome et dans quel domaine. Par exemple, en ce qui concerne les activités cognitives, je vais vous illustrer en particulier comment fonctionne la mémoire grâce aux marques épigénétiques. Je vais vous illustrer aussi le cas des cellules cancéreuses qui deviennent des cellules cancéreuses parce qu'elles modifient leur épigénome de façon massive. Et puis, je vous parlerai du lien entre l'âge et l'épigénome. Donc, en ce qui concerne le cerveau, je vous ai dit tout à l'heure que les marques épigénétiques sont en partie réversibles. On l'a vu, ça a un rôle central au moment du développement embryonnaire et ça a également un rôle central sur le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, c'est l'organe dont l'épigénome est le plus souple, le plus variable, le plus modifiable. Et c'est lié au fait que le cerveau est un organe qui a une capacité à s'adapter à l'environnement tout au long de la vie. On est capable d'apprendre tout au long de sa vie. On continue à fabriquer des neurones tout au long de sa vie. Et ça, c'est dû à une propriété du cerveau qu'on appelle la plasticité neuronale. Donc les neurones ont cette capacité de créer de nouvelles connexions, d'en éliminer certaines, puis d'en créer d'autres. Et ça passe par la structure et la fonction des synapses. Les synapses, ce sont ces petites zones de communication entre deux neurones. Les neurones communiquent entre eux par un système qu'on appelle l'influx nerveux. Donc, c'est un signal électrique, en fait, qui passe d'un neurone à l'autre. Et ça passe par les synapses, donc, qui sont des commutateurs entre neurones. Et donc, j'ai pas insisté dessus tout à l'heure au moment où je vous ai présenté l'importance des marques épigénétiques au cours du développement embryonnaire. Mais si on dérégule la position des marques épigénétiques dans le cerveau d'un embryon au cours de son développement. Par exemple, si la maman fume du cannabis au cours du premier trimestre de la grossesse, pratique qui est de plus en plus fréquente aux États-Unis, puisque ça fait diminuer les nausées. Et on a 7% de femmes aux États-Unis qui fument du cannabis au cours du premier trimestre de leur grossesse. Eh bien, on a la preuve scientifique que ça modifie les marques épigénétiques du cerveau de l'embryon et on a une conséquence qu'on observe après la naissance de l'enfant, à l'adolescence et puis à l'âge adulte, avec la mise en place de troubles du spectre autistique, voire de déficience intellectuelle. Et ça, c'est des choses qui sont avérées et démontrées dans l'espèce humaine et sur des modèles animaux. Alors, un petit mot sur la mémoire, puisque la mémoire fonctionne grâce à la variabilité des marques épigénétiques. La mémoire, c'est quoi? La mémoire, c'est vous recevez un stimulus, donc de l'extérieur, que ce soit une image, un son, une combinaison d'images, de sons, d'odeurs, etc. Donc c'est une entrée sensorielle qui est convertie très rapidement. Donc ces signaux sensoriels sont convertis par les neurones en mémoire sensorielle, mais cette mémoire sensorielle, elle est très rapide, elle dure quelques secondes et on n'en a pas conscience. Ensuite, on a la mémoire à court terme. La mémoire à court terme, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. Quand vous voulez retenir un numéro de téléphone ou un code, vous le répétez en boucle pendant quelques fois et vous allez vous en souvenir pendant 15-20 minutes et puis après, vous allez l'oublier. Ces deux types de mémoire, sensorielle et mémoire à court terme, ne modifient pas l'épigénome des neurones. Par contre, la mémoire à long terme, qui est une mémoire qui nécessite à la fois un encodage fort et une structuration forte des réseaux de neurones pour fixer le souvenir. Donc cette mémoire à long terme, elle nécessite des modifications de l'épigénome des neurones concernés. Donc en fait, on a deux systèmes de mémoire. Une mémoire qui a un encodage et une consolidation faible, qui est la mémoire à court terme, et une mémoire qui nécessite un encodage et une consolidation forte, et qui permet le rappel des souvenirs. Et ça, c'est la mémoire à long terme. Et c'est cette mémoire à long terme qui nécessite donc de modifier l'épigénome des neurones. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, quand vous créez un souvenir,
on dit qu'on constitue une trace mnésique dans le cerveau. On appelle aussi ça un engramme en langage scientifique. Et c'est quoi cette trace mnésique? C'est quoi ce souvenir? En fait, c'est un réseau de quelques neurones. Il n'y en a pas énormément pour chaque souvenir. Il n'y a pas énormément de neurones qui s'organisent en réseau en renforçant leur connexion avec des synapses plus fortes qui communiquent mieux avec ces signaux qui passent de façon beaucoup plus intense entre les neurones d'un réseau qui constitue un souvenir. Et pour modifier le fonctionnement des neurones, pour modifier le fonctionnement des synapses, eh bien, le neurone va modifier son épigénome. Et donc, il va y avoir des marques épigénétiques qui sont enlevées et d'autres qui sont ajoutées. Quelles sont les marques qui sont enlevées et celles qui sont ajoutées? Eh bien, on va avoir des marques qui vont permettre d'activer les gènes qui sont responsables de la fabrication de la mémoire, et on va éliminer et on va ajouter des marques répressives sur les gènes qui sont des gènes suppresseurs de mémoire. Et l'existence de ces gènes activateurs de mémoire et suppresseurs de mémoire, ça vous explique pourquoi est-ce qu'on oublie un souvenir. On oublie un souvenir quand on l'a pas suffisamment rappelé, et que petit à petit, les marques épigénétiques des gènes suppresseurs de mémoire ont été enlevées, le gène suppresseur de mémoire se remet à fonctionner et efface le souvenir, tout simplement en effaçant les connexions intenses qu'il y a entre les neurones, qui sont les neurones constitutifs du souvenir. Donc voilà pour vous illustrer comment fonctionne le cerveau de façon très simplifiée pour créer un souvenir simplement en renforçant des connexions entre neurones, donc quelques neurones qui en réseau constituent un souvenir, qui communiquent intensément entre eux, et pour communiquer intensément entre eux, ils ont eu besoin de modifier leur épigénome. Donc, autre cas que je voulais illustrer pour vous, c'est comment une cellule devient une cellule cancéreuse. Donc, dans une cellule cancéreuse, on a une reprogrammation massive de l'épigénome. Les marques épigénétiques vont être en grande partie effacées et remplacées par de nouvelles marques épigénétiques à d'autres endroits dans le génome de la cellule qui est en train de devenir cancéreuse. Parce qu'en effet, on a longtemps considéré que les cancers étaient des maladies génétiques, mais aujourd'hui, on sait qu'ils sont aussi et surtout des maladies épigénétiques. Et ces maladies, ces modifications épigénétiques des cellules cancéreuses, elles vont les conduire à perdre leur identité cellulaire. Donc une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui régresse d'un point de vue de sa spécialisation et qui va acquérir de nouvelles propriétés, mais complètement aberrantes par rapport à l'organe dans lequel elle est normalement située. C'est une cellule qui va accumuler des mutations et des épimutations. Et c'est beaucoup plus facile de faire des épimutations que de faire des mutations, puisque dans nos cellules, on a des systèmes de réparation des mutations. Donc, quand il y a une mutation qui survient dans une cellule, la cellule est armée pour l'effacer, pour la réparer, alors qu'une épimutation, la cellule n'est pas armée pour la réparer. Et donc, la cellule va la garder, cette épimutation. Et donc, cette accumulation de mutations et d'épimutations, elle va conduire à nouveau, activer certains gènes qu'on appelle des oncogènes. Les oncogènes, c'est quoi? C'est des gènes qui vont faire que la cellule se met à proliférer. Tout d'un coup, elle devient un petit peu folle comme ça, et au lieu de rester sagement puis de faire de temps en temps 2 cellules quand on en a besoin, elle se met à proliférer et ça fait des paquets de cellules et ça fait des masses tumorales. Et dans le même temps, il va y avoir, à cause de ces mutations et de ces épimutations, inhibition de certains gènes qu'on appelle suppresseurs de tumeurs, qui sont les gènes qui permettent aux cellules de rester sages et de ne pas proliférer et de faire des masses tumorales. Donc on a les deux phénomènes qui se chevauchent, activation des oncogènes et inhibition des gènes suppresseurs de tumeurs. Alors, pour illustrer un exemple qui est bien connu chez l'homme, qui est l'effet du tabac sur l'apparition du cancer du poumon. Chaque fois, quand on fume, chaque fois qu'on inhale une bouffée de fumée, on sait depuis très longtemps que ça dépose des goudrons dans les poumons, enfin que ça abîme les poumons. Mais aujourd'hui, on connaît le mécanisme moléculaire par lequel la cellule va rentrer
dans le processus de cancérisation. Et ce mécanisme, en fait, il est dû à l'altération directe de l'épigénome des cellules pulmonaires. Chaque fois qu'on inhale une bouffée de fumée de cigarette, en fait, les méthylations de l'ADN des cellules pulmonaires sont perturbées. Et donc ça ouvre la porte au cancer par les mécanismes qu'on a vus tout à l'heure, activation des oncogènes et répression des gènes suppresseurs de tumeurs. Donc, les cellules cancéreuses sont des cellules dont l'épigénome est très fortement altéré. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme ces marques épigénétiques, elles sont réversibles, eh bien, ça ouvre la porte à un espoir extraordinaire qui est celui de pouvoir fabriquer des épimédicaments, donc des médicaments qui vont aller spécifiquement corriger l'épigénome dans les tumeurs pour rétablir l'épigénome normal et arrêter le processus de cancérisation. Donc le dernier exemple dont je voulais vous parler, c'est celui du vieillissement, parce que nous n'avons pas le même épigénome à notre naissance et à la fin de notre vie. Les marques épigénétiques, elles évoluent tout au long de notre vie. Et la marque épigénétique qui évolue le plus, c'est à nouveau cette fameuse méthylation de l'ADN. Donc on a observé dans l'espèce humaine et dans les modèles animaux, ça fonctionne aussi très bien, que le niveau global de méthylation de l'ADN augmente avec l'âge. C'est-à-dire que sur la courbe qui est représentée ici, on a le niveau de méthylation de l'ADN à la naissance. Ce niveau, il est faible, globalement faible. Et au fur et à mesure qu'on vieillit, la quantité de petits groupements méthyl qui sont déposés sur nos chromosomes augmente avec l'âge. Et c'est tellement précis, c'est tellement exact ce processus qu'on est capable de mettre au point des horloges épigénétiques qui peuvent donner votre âge à plus ou moins 1 an. Donc, sans connaître votre âge biologique, simplement en analysant l'épigénome de vos cellules sanguines, on peut vous dire vous avez tel âge. Et s'il y a un gros écart entre votre âge épigénétique et votre âge biologique, eh bien, ça peut signer une pathologie et ça permet aux médecins d'aller chercher pourquoi vous avez vieilli trop vite d'un point de vue épigénétique et souvent ça masque des pathologies. Donc, c'est maintenant des outils qui commencent à être utilisés pour détecter de façon précoce certaines pathologies. En fait, cette méthylation globale de notre génome avec l'âge, vous vous souvenez que la méthylation, c'est une marque répressive. Et donc, cette marque répressive, elle va conduire à diminuer globalement l'activité des gènes et donc à ralentir notre métabolisme. C'est pour ça que tout le monde a cette impression-là qu'on est moins performant, qu'on a plus de difficultés à récupérer, qu'on est plus fatigable, etc. C'est une des explications qui peut permettre de comprendre ce processus-là. Et du coup, notre vision du vieillissement, qui était une vision assez fataliste, de dire que finalement, le vieillissement, c'est juste une conséquence de dommages cellulaires aléatoires qui sont accumulés au cours du temps. Alors, il y a ce paramètre-là, mais pas uniquement. On comprend aussi aujourd'hui que c'est un processus qui est programmé et qui est totalement associé au développement des mammifères, et c'est un processus qui commence à se mettre en place dès la naissance, dès la conception. Et donc, bien évidemment, ça ouvre la porte et ça ouvre le questionnement de est-ce qu'on peut ralentir ce processus de vieillissement épigénétique de manière à allonger l'espérance de vie. Alors moi, je ne suis pas convaincue qu'il faille réellement allonger l'espérance de vie de l'espèce humaine de jusqu'à 150 ou 160 ans, parce que on est déjà très nombreux, donc ça risque d'être difficile à terme. Mais il y a des équipes de recherche qui travaillent sur ces sujets-là. Est-ce qu'on peut, en touchant à l'épigénome, créer un allongement de l'espérance de vie ? Voilà, donc j'arrive au bout de ce que je voulais vous raconter. Je me suis volontairement écartée du livre parce que le lien entre l'épigénétique et l'évolution, c'est un lien qui est déjà d'un point de vue qui est plutôt
théorique, on a des hypothèses. C'est un lien qui est difficile à comprendre si on n'a pas compris avant c'est quoi l'épigénétique et à quoi ça sert au quotidien. C'est ce lien entre épigénétique et évolution, il s'inscrit sur un temps très long. Et l'hypothèse, c'est que si on a une espèce qui évolue dans un environnement qui a changé, donc ces variations de l'environnement qui se maintiennent au cours du temps vont créer des épimutations. Ces épimutations permettent à l'espèce de s'adapter en attendant que les mutations génétiques, celles que Darwin avait détectées, puissent venir consolider le processus d'adaptation. Et donc, les hypothèses qui sont retenues à l'heure actuelle sur les liens entre épigénétique et évolution, c'est que l'épigénétique précède, les épimutations précèdent les mutations et accompagnent le processus d'adaptation au cours du temps, de manière à permettre aux espèces de s'adapter à un nouvel environnement quand l'environnement se maintient au cours des générations. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions. Le sens du mot épigénétique, c'est formé de épi et génétique. Épi, ça veut dire après? Non, ça veut dire par-dessus. Par-dessus? Le terme épigénétique, il contient dans son étymologie la notion de c'est quelque chose qui se rajoute à la génétique. Ouais. Voilà. Parce qu'on parle de prologue et d'épilogue, par exemple, pour des textes, épilogue, et c'est le texte qui arrive à la fin. Oui, là c'est épi au-dessus, oui. Ah, qui se rajoute alors. Oui, c'est ça. C'est une couche supplémentaire. Vous avez évoqué les épimédicaments. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus dans la mesure où votre présentation suscite quelques espoirs, notamment dans la prise en charge du cancer? Alors les épimédicaments, ils sont en cours de développement. Il y en a certains qui sont en phase d'essai clinique. L'idée, c'est d'aller modifier, donc de corriger l'épigénome des cellules cancéreuses. Donc pour l'instant, les essais cliniques sont pas trop concluant. Il y a des espoirs, mais on vient tout juste de commencer les travaux de recherche dans ce domaine-là. Mais pour l'instant, ce qu'on arrive à faire, c'est utiliser les épimédicaments en complément des traitements habituels, et ça améliore un petit peu les traitements habituels. Mais on est au tout début de l'aventure, et donc on espère pouvoir un jour avoir des choses plus efficaces. Jusqu'à présent, les épimédicaments qu'on utilisait, ils ciblaient la tumeur de façon globale. Et donc, on modifiait l'épigénome, mais de façon globale. Maintenant, on est en train de se dire qu'il faut aller corriger l'épigénome juste sur les gènes qui sont détraqués et pas touchés de façon globale. Donc, ça demande quelque chose de beaucoup plus précis. Mais c'est en cours. Merci. Bonsoir. Honnêtement, merci parce que c'était vraiment super intéressant. J'ai une question par rapport aux perturbateurs endocriniens. Est-ce que vous les situez dans une perturbation du gène ou de l'épigène du coup? Alors les perturbateurs endocriniens, ils ont un mode d'action qui est complètement différent. Les hormones, dans leur fonctionnement, elles n'ont pas besoin de recourir aux modifications de l'épigénome. Une hormone, c'est un messager qui part d'une cellule et qui donne à une cellule cible le signal de faire quelque chose. Mais il n'y a pas besoin de recourir et d'utiliser l'épigénome pour faire ça. Et donc, les perturbateurs endocriniens, ils viennent se loger à la place des hormones et ils les empêchent de faire correctement leur boulot, ou alors ils induisent des processus qu'ils ne devraient pas induire. Donc, on peut trouver des connexions, avec l'épigénétique et à peu près tout, mais le mécanisme d'action des perturbateurs endocriniens n'a pas besoin de faire appel à l'épigénétique pour être efficace. Bonjour, je me demandais pourquoi c'est un sujet qui arrive maintenant à susciter beaucoup de publications dans les médias, des choses comme ça, alors que c'est un sujet qui est étudié depuis longtemps en fait. Alors c'est un sujet qui est étudié depuis longtemps, en particulier tout ce qui est méthylation de l'ADN, mais c'est un sujet qui, en fait, c'est une science dont les médias se saisissent un petit peu comme les médias se sont saisis de la génétique au XXe siècle. La génétique devait apporter réponse à tout.
Et on est en train de reproduire ce schéma-là avec l'épigénétique. Des choses complexes, difficiles à expliquer. Par exemple, les liens avec l'alimentation, c'est des choses qui sont très difficiles à expliquer. D'ailleurs, pour l'instant, les scientifiques n'y voient pas clair eux-mêmes dans l'espèce humaine. Et donc, du coup, chaque étude qui est publiée peut être utilisée de façon erronée pour servir les intérêts de tel ou tel bonimenteur. En fait, c'est ce que je disais au début. Et la presse s'en saisit parce que le nombre de publications explose, parce qu'on arrive à expliquer des choses merveilleuses comme le développement embryonnaire et qu'on n'arrivait pas à les expliquer aussi finement avant. Donc l'épigénétique, c'est un contributeur fort pour expliquer tout un tas de processus qu'on n'arrivait pas à expliquer. Donc les journalistes scientifiques, ils sentent bien qu'il y a un vrai potentiel, qu'il y a un vrai intérêt. Et après, c'est la façon dont ça diffuse dans le grand public quand c'est remouliné par des journalistes scientifiques qui éventuellement comprennent pas exactement de quoi ils parlent, quoi. Sur une deuxième question, mais c'est un peu lié aussi. Est-ce que, de ce que j'ai compris de votre exposé, le seul impact la seule façon de transmettre l'épigénétique à une génération d'après, c'est au moment de la formation d'un embryon? Du coup, est-ce qu'on peut en apprendre plus finalement? Est-ce que ça peut modifier d'autres choses, comme vous dites avec l'histoire du cou de la girafe? C'est pas forcément un stress, ou est-ce que c'est lié aux éléments que vous avez cités, justement, des stress qui font... Alors oui, il y a deux choses dans votre question. Il y a est-ce que les modifications épigénétiques que va subir un individu sont héréditaires? Et quand on pose cette question-là, ça veut dire que le stimulus de départ s'en va et la modification, l'épimutation reste et est transmise à la descendance. Et ensuite, il y a ce que j'ai voulu exposer dans le livre, la partie, le lien entre épigénétique et évolution, où là, le stimulus, il reste. Donc, l'environnement, il reste modifié. Et les épimutations, finalement, elles peuvent se recréer de novo chez chaque individu qui permettent à l'espèce de s'adapter. Donc, pour l'évolution, ce sont des hypothèses. Pour la transmission, c'est ce qu'on appelle la transmission transgénérationnelle. Alors, hop, j'avais préparé, je me doutais bien que cette question-là arriverait. Donc, j'avais préparé... Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que... Est-ce que l'épigénétique, c'est héréditaire? En fait, c'est la question que vous posez. Quand on a un stimulus au départ, donc le stimulus, ça va être une mauvaise alimentation, de la prise d'alcool, la prise de drogue ou le stress chez la maman. Donc, pour savoir si c'est héréditaire, si c'est une femme qui est enceinte, son fœtus va être soumis au stress, au stimulus. Les cellules germinales de son fœtus, donc ce qui va donner les spermatozoïdes et les ovules, sont aussi soumis au stress. Et finalement, il faut attendre 4 générations pour savoir s'il y a eu transmission transgénérationnelle, une fois que le stimulus a disparu. Autant vous dire que dans l'espèce humaine, on n'a pas les cohortes, on n'a pas les études, il faut 4 générations, donc on les a pas. Et si on regarde ce qui se passe chez les hommes, même chose si un homme subit pour une raison X ou Y des modifications de son épigénome qui éventuellement atteignent sa lignée germinale, donc les spermatozoïdes. Par exemple, un homme qui fume du cannabis, un gros fumeur de cannabis, ses spermatozoïdes sont altérés par le cannabis. Et s'il a des enfants alors qu'il est sous usage de cannabis, le risque de troubles du spectre autistique sont forts chez ces enfants. Donc, pour les hommes, il faut attendre 2 générations, 3 générations pour savoir s'il y a transmission transgénérationnelle une fois que le stimulus a disparu. Donc, chez l'homme, on n'a aucun élément pour le prouver. Parce qu'on n'a pas d'individus pour lesquels on n'a plus le stimulus alors qu'on avait la grand-mère ou l'arrière-grand-mère avec le stimulus. Par contre, on n'a aucune donnée chez l'homme. Ce qu'on sait, c'est que c'est démontré chez les plantes. Chez les plantes, la transmission transgénérationnelle est démontrée. C'est démontré pour certains invertébrés qui sont des modèles animaux, comme le nématode Caenorhabditis elegans, c'est un petit ver qu'on utilise au laboratoire, ou chez la drosophile, la petite mouche du vinaigre, qui est aussi un modèle utilisé au laboratoire. Et chez d'autres modèles animaux comme la souris, eh bien, on n'a pas réussi à le démontrer. C'est-à-dire que si on fait un traitement à une mère et qu'on regarde 4 générations plus tard,
on retrouve pas la trace épigénétique. Donc chez la souris, c'est pas on est en train de démontrer que ça marche pas, quoi. C'est un peu technique, mais pourquoi 4 générations? 4 générations, parce que si vous prenez une femme enceinte, imaginons une femme enceinte qui fume du cannabis, elle va être impactée, elle va impacter son fœtus, et elle va impacter les cellules de son fœtus impliquées dans la reproduction de ce fœtus. Donc, le fœtus est impacté et ses cellules reproductrices sont aussi impactées. Donc, pour savoir s'il y a transmission transgénérationnelle, il faut attendre d'avoir un individu qui n'ait pas été en contact avec le stimulus à aucun moment de sa vie, que ce soit sous forme de cellules germinales, de fœtus ou directement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut attendre la 4e génération. Merci beaucoup pour votre conférence. Est-ce que du coup, ça veut dire que les cellules E sont des pages vierges, entre guillemets, au niveau des marques épigénétiques? Et si oui, quand est-ce que se fait la remise à zéro? Est-ce que c'est lors de la gamétogenèse ou avant chez les parents? Je vois pas la personne qui pose la question. En haut. D'accord, excusez-moi. Oui, alors la théorie et ce qui est démontré expérimentalement chez les mammifères et dans l'espèce humaine, c'est qu'effectivement, il y a une remise à zéro au moment de la gamétogenèse. Donc, au moment de la fabrication des spermatozoïdes et des ovules, il y a une remise à zéro de l'épigénome. Donc, toutes les marques épigénétiques sont effacées. Il y a des marques épigénétiques spécifiques de ces cellules-là qui sont déposées. Et ensuite, au moment où la fécondation se produit et où l'œuf se constitue, le système va se réenclencher. Donc, effectivement, on part d'une page vierge au moment de la conception. Et cette page vierge, du coup, il va y avoir tout à écrire. Et c'est là que si on perturbe l'écriture de l'épigénome des cellules à venir, on peut créer des problèmes comme je les ai mentionnés. Oui, est-ce que vous pourriez développer un peu sur la plasticité phénotypique et notamment aussi revenir un peu sur les nouvelles données qu'il y a par rapport entre inné et acquis grâce à l'épigénétique? Alors, ce qu'on appelle la plasticité phénotypique, c'est le fait justement qu'une cellule s'adapte. Le phénotype, c'est quoi? Le phénotype, c'est l'apparence. C'est ce à quoi on ressemble. Donc, cette plasticité phénotypique, c'est une cellule. Par exemple, si une cellule devient cancéreuse, elle modifie son épigénome, elle va changer d'apparence. Donc, il y a une forme de plasticité phénotypique à ce moment-là. Et donc, cette plasticité phénotypique, elle est forcément, enfin, elle est intimement liée à l'épigénome. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, le lien entre l'inné et l'acquis, en fait, jusque dans la dernière moitié du XXe siècle, on était convaincus que c'est le génome qui décidait de tout et qu'on avait un gène pour tout. Il y a même eu des publications complètement farfelues dans la dernière partie du XXe siècle. À partir du moment où on a accédé au séquençage du génome humain, on s'est mis à rechercher des gènes pour l'homosexualité, des gènes pour la criminalité, on s'est mis à rechercher des gènes pour absolument tout. Des scientifiques éminents comme François Jacob étaient convaincus que le génome livrerait la clé de tout. Et on s'est rendu compte que c'était pas le cas, que tout n'était pas inscrit dans le génome et que la façon dont le génome était utilisé par les cellules était en grande partie due à l'épigénome. Et comme l'épigénome, il s'acquiert au cours du développement embryonnaire, donc cette fameuse plasticité phénotypique dont vous parlez, les cellules l'acquièrent au cours du développement embryonnaire, eh bien, elle est liée à l'épigénome et non pas au génome. Et c'est là qu'on peut faire le lien entre inné et acquis. En gros, quand on travaille sur ces questions-là, on se rend compte que opposer inné et acquis, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui et que tout est complètement entremêlé dès le moment de la conception. Il y a une base génétique qui existe, mais la façon dont on va faire varier et moduler cette base génétique avec l'épigénétique, elle est tout aussi importante que la base génétique elle-même. Oui, bonjour, tout en haut sur le côté, là. Je vous vois. Merci. En lien avec cette question-là,
Vous nous avez dit que les cellules, si j'ai bien compris, partant de cellules souches indifférenciées, deviennent des cellules de foie, de muscles, de cerveau, tout ce qu'on veut, enfin des neurones, tout ce qu'on veut, grâce à l'épigénétique. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des marques qui se déposent à tel endroit pour dire cette cellule-là va être une cellule de cerveau, quand une autre va devenir une cellule de muscle? Comment se fabrique cette différenciation qui est quand même extraordinaire? Alors, oui. En fait, la question, c'est comment ça commence, comment ça s'amorce, comment le processus s'amorce. Alors, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. L'épigénétique, c'est un contributeur fort à la spécialisation cellulaire, mais c'est pas un contributeur unique. Il y a d'autres éléments dans l'œuf qui va être formé par la fécondation et qui va commencer à donner différentes cellules souches. Il y a d'autres acteurs qui vont contribuer à donner une destinée aux cellules. Un des éléments, ça peut sembler tout bête, c'est juste la position de la cellule dans l'embryon. Au tout début, la première cellule, elle va proliférer, elle va donner des amas de cellules de 8, 12, 24, 36 jusqu'à une centaine. Et donc ça fait une boule, ça fait un paquet de cellules. Il y en a certaines qui sont à l'extérieur et d'autres qui sont à l'intérieur. Donc déjà, elles n'ont pas le même environnement. Et de ce fait, n'ayant pas le même environnement, celles qui sont exposées à l'extérieur de cet amas de cellules, elles reçoivent pas les mêmes messages en provenance de l'utérus maternel que celles qui sont cachées à l'intérieur. Et ce qui fait que celles qui sont à l'extérieur, ça va devenir le placenta. Et celles qui sont à l'intérieur de cette masse de cellules du départ, ça va devenir l'embryon lui-même. Donc, il n'y a pas que les marques épigénétiques, c'est un contributeur très fort, mais pas unique. Il y a d'autres systèmes qui sont impliqués, qu'on appelle les gènes du développement, qui permettent la segmentation du corps du haut vers le bas et de droite vers gauche. Donc, il y a plusieurs choses qui jouent en même temps. Et les marques épigénétiques, elles sont la résultante finalement de plusieurs facteurs qui jouent en même temps. Et pour répondre précisément à votre question, qu'est-ce qui déclenche le processus au tout début? Je crois que pour l'instant, on n'en sait rien. Mais on va y venir parce qu'on est capable maintenant de faire l'analyse de l'épigénome d'une cellule. Et donc, comme on est capable de faire développer des embryons in vitro, en analysant chaque cellule de l'embryon, on va pouvoir voir si les épigénomes sont les mêmes, à quel moment ils commencent à diverger et remonter à la source des événements. Mais on n'y est pas. On y va, mais on n'y est pas encore. Et pourquoi ils divergent? Mais alors ça, le développement embryonnaire, c'est quelque chose qui est programmé. Il y a une programmation quelque part, puisque c'est pas aléatoire, ça se fait de façon contrôlée. Bonsoir. Oui, alors moi, c'est une petite question terre à terre. Enfin, plutôt terrienne, oui. Comment expliquer la pollution par le glyphosate des 25 000 bébés par an argentins? Est-ce qu'il y a de l'épigénétique là-dedans? C'est souvent des malformations. Alors, le glyphosate, ça c'est prouvé, le glyphosate a la propriété de modifier l'épigénome. Donc effectivement, alors je connais pas du tout le cas dont vous parlez, mais si on imagine que le milieu est fortement pollué au glyphosate, qu'il y en a dans l'eau, qu'il y en a et que les mamans en consomment et en sont exposées pendant leur grossesse, on sait que le glyphosate a des effets sur l'épigénome. Au moins au laboratoire lorsqu'on étudie ça sur des cellules en culture. Après, le fait de sauter directement à l'espèce humaine et à ce qui se passe au cours du développement embryonnaire, il y a sans doute des choses à faire avant de conclure un peu trop hâtivement, mais je sais que le glyphosate, c'est un produit chimique qui agit sur l'épigénome, ça c'est sûr. Justement, à ce propos, si je me souviens bien, il y a eu quelqu'un qui a étudié alors à partir des années 2000 au Canada, dans les zones humides, pour récolter le blé, on le tue juste avant la récolte avec du glyphosate, bien sûr. Et on a remarqué qu'à partir des années 2000, il y avait un pic autistique au Canada. Alors, les troubles du spectre autistique, ils sont en augmentation constante
depuis les années 70-80 dans tous les pays occidentaux. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Une des explications, c'est que la définition de l'autisme, qui était très étroite à l'origine, s'est élargie. On parle maintenant de troubles du spectre autistique et non plus d'autisme. L'autre raison, c'est qu'on est capable de détecter les enfants dans les pays occidentaux de plus en plus tôt. Mais indépendamment de ces raisons-là, il y a une forte augmentation de ces troubles-là. Ça, c'est avéré dans tous les pays occidentaux. Et les raisons qui sont invoquées sont nos modes de vie. Et je vous parlais tout à l'heure de la consommation de cannabis des futures mamans au cours du premier trimestre de la grossesse. Aux États-Unis, ça représente 7% des femmes. Et dans les États qui ont libéralisé le cannabis, l'explosion des troubles du spectre autistique a augmenté beaucoup plus que dans les autres États. Donc, et en plus, expérimentalement, chez le rat, on a démontré, il y a une corrélation directe, quoi. Cannabis, trouble du spectre autistique, c'est direct la corrélation. Bonsoir. Je voudrais savoir comment on détermine l'épigénome d'une cellule et avec quelle précision. Comment on détermine l'épigénome d'une cellule? En fait, de la même façon qu'on est capable de séquencer le génome depuis les années 2000, on est capable de séquencer le génome. Aujourd'hui, on a des méthodes chimiques qui permettent de définir pour chaque base de l'ADN et chaque histone, puisque c'est pas que l'ADN qui est modifié, mais aussi les histones qui sont des protéines autour desquelles l'ADN est enroulé. On est capable à chaque position du chromosome de déterminer les modifications qu'il y a à cet endroit-là. Par des techniques qui seraient trop complexes d'expliquer ici, mais on est capable de le faire dans une cellule et tout le long de nos 3 milliards de paires de bases. Et donc, on est capable d'avoir des profils épigénétiques, cellule à cellule, très précis. Les méthodes les plus classiques, les méthodes les plus répandues sont avant tout ce qu'on appelle le méthylome, donc l'analyse de la position des bases méthylées de l'ADN, mais on peut aller beaucoup plus loin et faire l'épigénome complet. Enfin, complet. Le plus complet possible. Oui, donc vous venez d'expliquer que l'épigénome s'acquiert au cours du développement embryonnaire et que de ce fait, le débat inné-acquis, semble-t-il, n'a plus lieu d'être. Ça me laisse un peu désorientée. Parce que la question que je me pose, c'est qu'en est-il de l'environnement, de l'éducation, du milieu social, voilà, qui me paraissait qui peut avoir une incidence sur le développement, sur la génétique et l'épigénétique éventuellement. Alors, c'est une question. Oui, non, mais bien évidemment que je vous donnais l'exemple de la mémoire tout à l'heure. Bien évidemment que les apprentissages passent par cette fameuse plasticité synaptique et donc passent par des mécanismes épigénétiques. Mais quand je dis que il faut plus opposer inné et acquis, moi je le vois plutôt dans un continuum. En fait, le débat, il a été et il est encore très idéologique. Il y a des partisans du tout génétique qui vont vous dire c'est pas la peine d'y mettre les moyens à l'école, machin, parce que de toute façon tout est défini à l'avance et c'est génétique. Et vous avez les partisans de l'autre version qui vous disent mais si il faut mettre tous les moyens parce que rien n'est défini à l'avance et on peut tout faire à partir de la naissance de l'enfant. Et moi ce que je dis c'est que les deux ont tort ou les deux ont raison selon qu'on l'on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein, parce qu'en fait, il y a une composante génétique qu'il serait, moi je trouve, un peu fou de nier. Elle existe, la composante génétique, elle est là, et par-dessus, il y a cette fameuse composante épigénétique qui vient soit améliorer le background génétique, soit le détériorer. Et donc, c'est pas nécessaire d'opposer les deux concepts, il faut faire travailler les deux ensemble parce que les deux sont présents et importants. Bonsoir, merci pour votre conférence. Je vais là. Oui, je vous vois. Vous avez parlé tout à l'heure d'effacement des souvenirs dans la mémoire à long terme. Et ce que j'entends, on oublie beaucoup de choses consciemment. Et parfois, on rêve et le souvenir est absolument intact. Alors, comment ça se fait? Alors ça, je peux pas répondre à votre question, j'en sais rien. Faudrait plutôt demander à Freud, peut-être, par rapport aux rêves et aux souvenirs. Non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Bonsoir.
Bonsoir. Merci. On a beaucoup parlé des effets négatifs que peut avoir le tabac, l'alcool sur l'épigénétique. Mais est-ce que, au contraire, on sait des facteurs positifs de comportement ou d'alimentation ou d'autres facteurs qui auraient un effet positif sur l'épigénétique? Alors, alimentation, non. Alimentation, on n'a aucun recul. Ce que l'on sait au niveau... les derniers articles que j'ai lus, par exemple, sur l'activité sportive, on entend dire que l'activité sportive a un impact. En fait, ce que montrent les dernières études, c'est que ça dépend comment on fait l'étude. Ça dépend de la taille de la cohorte, ça dépend. Et puis des fois il y a, et des fois il y a pas. Donc en fait, on n'en sait rien. À part pour les activités cognitives, le fait de rester en éveil au niveau cérébral tout au long de sa vie, de continuer à faire des mots croisés, à jouer aux échecs, à apprendre une langue étrangère tout au long de sa vie, ça, on sait que ça stimule les mécanismes épigénétiques qui sont liés au processus d'apprentissage, parce que ce sont les mêmes que ceux qui sont liés au processus de mémorisation. Là, on est sûr et certain qu'il y a un effet. Pour tout le reste, c'est un débat qui est complètement ouvert et pour l'instant, on n'a aucune donnée suffisamment probante, concluante, pour dire oui, ça agit sur l'épigénome ou non, ça n'agit pas sur l'épigénome. Ce qui est sûr, c'est que bien manger, ça contribue à être en bonne santé, mais de là à dire que ça passe par l'épigénétique, c'est aller un peu vite. J'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de facilité à trouver ce qui agit négativement sur l'épigénétique que ce qui agit positivement. Oui, parce que, quelque part, on peut imaginer que le système tel qu'il est programmé au cours du développement embryonnaire, c'est un système optimisé. Et que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le perturber. Mais est-ce qu'on peut l'améliorer? On n'a aucun argument pour dire qu'il est améliorable. Donc, le perturber, oui. L'améliorer, est-il améliorable? On n'a pas d'éléments pour l'instant. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, ma question, c'était plus par rapport à la plasticité synaptique. Vous avez dit qu'elle était très modulable dans le cerveau. Je voulais savoir à quel point, parce qu'on sait que cette plasticité peut être elle-même adaptée, être plus ou moins forte en fonction des expériences et vraiment moduler cet apprentissage. Donc, je voulais savoir à quel point... Alors, elle est d'autant plus modulable et plastique qu'on est jeune. Si on l'exerce pas, elle s'érode un petit peu avec le temps. Mais en fait, c'est la plasticité synaptique, c'est la base de fonctionnement de notre cerveau. Dès que vous imprimez un nouveau souvenir, dès que vous faites une nouvelle rencontre, dès que vous apprenez intégrer un nouveau souvenir, ça fait appel à cette plasticité synaptique. C'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Et donc, elle est tout le temps à l'œuvre. Et en fonction de l'intensité avec laquelle on se sert de notre cerveau, donc en fonction de nos activités cognitives, si on lit beaucoup, on va stimuler plus ou moins cette plasticité-là. Mais c'est la base de fonctionnement de notre cerveau, en fait, la plasticité synaptique. Donc, elle est tout le temps à l'œuvre. Ou alors j'ai mal compris votre question. Peut-être que je l'ai très mal posée aussi. Mais c'est juste qu'il y a la plasticité synaptique et ensuite on peut adapter cette plasticité qui est elle-même une adaptation finalement. Et donc du coup, à quel point l'épigénétique peut être modulable, à quel point ça peut être rapide pour permettre ces modifications plus ou moins rapidement et pour pouvoir s'adapter à son environnement. Mais sinon, Non, mais je comprends votre question, mais en fait, j'ai pas d'éléments de réponse. Pas de souci. Je peux pas vous répondre. Je sais pas. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vos travaux de recherche actuels? Je travaille sur un cancer du cerveau qui s'appelle le glioblastome. Et j'essaye de comprendre comment l'épigénétique est modifiée dans ce cancer du cerveau. Je suis un petit peu embêtée pour répondre à votre question ce soir parce que on est en train de déposer un brevet et je suis pas supposée dévoiler la nature de ce que je fais en ce moment
tant que le brevet n'est pas déposé pour des raisons de protection de propriété intellectuelle. Mais merci de votre question. Bonsoir, merci pour votre présentation extrêmement claire. Je voudrais revenir 2 secondes sur le lien entre épigénétique et oncologie. La difficulté des traitements actuels et ceux qui vont arriver bientôt, c'est l'extrême diversité des cellules cancéreuses au sein d'une même tumeur. Oui. Est-ce qu'il y a la même chose au niveau de l'épigénétique ? Si l'on ne prend pas une seule cellule, mais l'ensemble de la tumeur, est-ce que vous observez le même type de diversité? Et si oui, est-ce que cela ouvre des perspectives, alors là, du coup, hyper intéressantes, sur une médecine totalement personnalisée, avec un épigénome ou une analyse de l'épigénétique de chaque tumeur pour chaque patient, et pour adapter les traitements à chaque patient? En fait, il y a beaucoup plus de variabilité épigénétique au sein de la tumeur que ce qu'il n'y a de variabilité génétique. Il y a le taux d'épimutation est 100 à 1000 fois supérieur au taux de mutation génique. Et donc, au sein de la tumeur, les cellules sont beaucoup plus différentes en termes d'épigénome qu'en termes de génome. Et on est en train de commencer à faire effectivement l'épigénome de chaque cellule de la tumeur. Alors après, on peut les ranger en grandes catégories. C'est pas non plus différent à 100% sur chaque cellule de la tumeur, mais on a effectivement des grosses variabilités épigénétiques, bien plus que génétiques au sein des tumeurs. Et je parlais des glioblastomes tout à l'heure. Les glioblastomes sont par définition, par caricature, la tumeur qui est la plus hyper variable, à l'intérieur de laquelle il y a le plus de diversité cellulaire, et c'est bien pour ça qu'ils sont aussi difficiles à soigner et qu'on observe des récidives quasiment systématiques. C'est l'espérance de vie, elle est de moins de 5% à 5 ans quand on est diagnostiqué. Encore merci pour votre exposé. On est tous plus ou moins sensibles aux perturbations de l'épigénome. Je voulais savoir si on avait des facteurs explicatifs par rapport à soi, que ça soit épigénétique ou génétique. De façon globale, il n'y a pas vraiment d'explication parce c'est très difficile dans l'espèce humaine de mesurer l'environnement. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très complexe. Et c'est très difficile dans l'espèce humaine de séparer les éléments les uns des autres. Il y a des expériences qui ont été faites sur les vrais jumeaux. Les vrais jumeaux ont des épigénomes qui sont très ressemblants à la naissance, très similaires. Et en fonction de leur mode de vie, s'ils continuent à vivre ensemble dans un environnement similaire, à exercer des métiers similaires, leur épigénome va évoluer de la même façon. Mais s'ils sont séparés à la naissance et qu'ils évoluent dans des environnements radicalement différents, leur épigénome va évoluer de façon différente. Donc, j'aurais tendance à dire que l'environnement pèse peut-être un peu plus lourd que la génétique sur ces mécanismes-là. Mais encore une fois, c'est très difficile de faire la part des choses. Qu'est-ce qui, dans l'environnement, agit le plus c'est assez difficile de répondre à cette question-là. Alors, bonsoir. Je voulais savoir si on pouvait utiliser l'épigénétique en prévention, à savoir déterminer si une personne a des facteurs de risque pour telle ou telle pathologie et pouvoir agir le plus vite possible, le plus précocement possible pour éviter qu'elle déclenche une maladie. Alors, la première réponse que j'ai envie de vous faire, c'est non, de la même façon que le séquençage du génome n'a pas permis de prédire, à part pour des maladies à mutation unique clairement définie, où on est capable de dire s'il y a une mutation dans tel gène, ça va faire telle maladie, mais finalement, c'est pas l'ensemble des pathologies et c'est même plutôt rare comme situation. Pour l'épigénome, c'est la même chose. Par contre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on est capable d'avoir des horloges épigénétiques qui sont précises à 1 an près. Et si votre âge biologique est très différent de l'âge épigénétique, alors on va pouvoir aller chercher pourquoi votre âge épigénétique est beaucoup plus élevé que votre âge biologique, parce qu'il y a sans doute une pathologie sous-jacente. Ceci dit, ça peut paraître prometteur en termes de prévention, de dépistage.
il y a toujours un revers à ces médailles-là, c'est que le jour où nos assureurs nous demanderont de notre âge épigénétique avant de calculer notre prime d'assurance, on trouvera ça beaucoup moins intéressant. Merci beaucoup Corinne Auger. Merci à toutes et à tous.